faire détourner le regard. Mais est-ce bien là la solution? Au sommaire aujourd'hui. Massacrée jusqu'au dernier spécimen, pour protéger ses rhinocéros des braconniers, l'Afrique du Sud a mobilisé l'armée. Il y avait 60 000 rhinocéros en Afrique il y a 40 ans. Où sont-ils? Disparus. Tout le monde dit qu'il faut changer de stratégie, que la précédente a échoué et il échouera encore. Et avec le rhino, on s'habitue à l'erreur. Cette photo a été prise il y a 2 mois et elle a fait le tour du monde. Ce visage en sang, c'est celui de Farhunda. Une demi-heure plus tard, la jeune femme de 27 ans était morte. Lynchée par des centaines d'hommes au centre de Kaboul, accusée à tort d'avoir brûlé le Coran, Farhunda a eu beau clamer son innocence, personne ne l'a écoutée. La foule déchaînée l'a battue à mort avant de brûler son corps inanimé en criant « Allahu Akbar, Dieu est grand ». En Afghanistan, les violences envers les femmes font toujours partie du quotidien. 14 ans après la chute des talibans, et alors que des milliards ont été injectés dans des programmes éducatifs, les mentalités n'ont guère évolué. La justice a condamné à mort 4 des meurtriers de Farhunda. La jeune martyre est aujourd'hui devenue le symbole de la révolte des femmes qui osent dire non. Un reportage de Claire Billet et Sandra Caligaro. À chaque fois que nous passons sur cette route, nous revivons tous ce cauchemar. Ces mauvais souvenirs ne nous quitteront plus jamais. C'est très douloureux. Voici l'endroit où Farhunda a été battue. Elle a été battue ici et brûlée à cet endroit. De là-bas à ici, elle a été traînée par une voiture. J'ai mal au cœur. Rien que d'en parler et de le voir, c'est très douloureux. N'importe quelle personne qui passe ici souffre beaucoup. Même mes collègues masculins. Ce qui s'est passé est une infamie pour l'Afghanistan. Jamais Shakila n'aurait imaginé qu'une femme puisse être massacrée aujourd'hui, en plein cœur de Kaboul, la capitale afghane. Reporter phare de Tolo News, la chaîne de télévision privée la plus regardée d'Afghanistan, elle a couvert les manifestations d'indignation qui ont suivi le meurtre. Ces gens demandent la justice, ainsi qu'un procès public pour les coupables. Farhunda, comme l'a montré l'enquête policière, était innocente. Jusqu'à aujourd'hui, seulement 18 hommes ont été incarcérés. Shakila Ibrahim Rel, Tolo News, Kaboul. Elle aussi est devenue militante. Shakila a rejoint un mouvement spontané, national, qui demande que justice soit faite pour Farhunda. Nous voulons que tout le monde connaisse les visages des coupables, pour qu'ils soient punis, et que ceux qui sont encore libres soient arrêtés. Donc j'expose leur nom, leur visage, leur métier à toute notre audience. Et ils ont avoué. Tenez, regardez, montre-lui. Amène la première image, celle-là. Regarde, cet homme est un commerçant. Il l'a frappé avec une pierre. La pierre est là, à ses pieds. On a tout vu sur les vidéos quand ils l'ont frappé. Brûlés, ils étaient tous coupables. C'est grâce à l'aide de la population que la police les a arrêtés. Il y avait 19 policiers parmi eux qui ont été arrêtés. 19. Le commissaire du district a même été emprisonné. Maintenant, les commerçants ont aussi une responsabilité parce qu'ils ont tout vu et n'ont rien fait. Tous coupables. Le 27 mars, la presse afghane s'est retrouvée pour l'enterrement de Farhunda. Shakila, la journaliste, a de nouveau refusé de rester observatrice. Il fallait rompre avec les traditions. Une quinzaine de femmes se sont jointes à elle pour prendre la place des hommes. Elles ont porté seules le cercueil jusqu'à la tombe. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un geste unique dans l'histoire afghane.
Parmi ces femmes, ce jour-là, il y avait aussi Elnaz, la plus jeune des Afghanes à avoir prêté son épaule. C'est moi. C'est moi là. Là. Là, regarde. Pourquoi cachez-vous votre visage? J'avais peur qu'ils m'attaquent et arrachent mon voile, comme ils l'ont fait à Farhonda. Nous avons pris ce chemin, on l'a porté de la mosquée jusqu'en haut. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 10 femmes l'ont porté. Il y en avait d'autres devant qui hurlaient. Et ces hommes ont fait une chaîne pour empêcher que les gens s'approchent du cercueil de Farhonda. Très bien. Il y avait beaucoup de monde, peut-être 2 000 à 3 000 personnes. C'était pour éviter le désordre. Ah oui, pour que personne ne s'approche de Farhonda. Bah oui, c'est la première fois que les femmes ont fait ça. Je m'appelle Elnaz Arabzada. Je vis à Kaboul, j'ai 23 ans. Je suis fiancée, en fait, je suis sur le point de me marier. Mon frère m'aide, il est avec moi. J'estime vraiment appartenir à la nouvelle génération. La nouvelle génération est plutôt éduquée, ouverte d'esprit. On n'apprend pas que l'enseignement religieux. On étudie plein d'autres thématiques. C'est la génération OTAN, qui a grandi à l'ombre de la présence militaire occidentale après 2001. Celle des filles qui sont allées à l'école, puis qui ont pris le chemin de l'université. Dans les villes, comme à Kaboul, l'évolution est évidente. Les femmes sont plus nombreuses à travailler, elles prennent une place croissante dans la vie publique. Certaines, comme Elnaz, vont plus loin encore et s'engagent. Elles travaillent pour une association de défense des droits de l'homme, qui plus est, dans des bureaux exclusivement masculins, comme presque partout en Afghanistan. Je pense que ce n'est pas du tout la norme dans le pays d'avoir des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Nous avons besoin d'une prise de conscience et d'éduquer les gens dans les provinces et dans le reste du pays pour le bien-être de l'Afghanistan. Nous, les êtres humains, hommes et femmes, devons nous tolérer, nous accepter les uns les autres. Le seul moyen est de travailler ensemble et interagir. Si vous êtes d'accord, nous pourrions organiser une rencontre au Jardin des Femmes. Très juste. Avec Nouria. Parce que les femmes dont nous nous occupons ici appartiennent à la haute société. Mais là-bas, on toucherait encore plus de femmes. Ouais. On pourrait y rencontrer celles qui appartiennent aux classes pauvres et moyennes. Il faudrait que ce soit lié à l'histoire de Farhonda. La jeune activiste va porter son message au Jardin des Femmes, un lieu de rencontre qui leur est strictement réservé. Elnaz veut se servir de la mort de Farhonda pour faire réfléchir des femmes qui ne sont pas forcément allées à l'école, et encore moins à l'université. Il y a une chose qui me préoccupe, je suis curieuse. J'ai l'impression que depuis l'incident de Farhonda, les femmes ont sérieusement peur. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris que Farhonda avait été tuée? On était sous le choc. Vraiment sous le choc? Maintenant, j'ai vraiment peur des hommes. Je n'ose même plus les regarder quand je sors. Je me dis que ce sont des animaux, des sauvages. Oh mon Dieu. Si le gouvernement me les livrait, je réunirais d'autres femmes, des voisines, et je les tuerais exactement comme ils ont tué Farhonda. Je les tuerais de mes propres mains. Tu vois à quel point ça m'a touchée? Alors, est-ce que vous pensez, s'il se passait quelque chose dans la rue, que vous pourriez vous défendre? Par exemple, dehors, si un garçon vous insultait, vous touchait, ou faisait quelque chose d'immoral, comme enlever votre voile, vous feriez quoi? Bah rien. Rien. On laisserait faire Dieu, qu'il fasse un miracle. Bon, d'accord, mais en attendant que Dieu fasse son miracle, vous êtes confronté à une grande violence. Vous faites quoi sur le coup pour vous défendre? Rien. Parce que je laisserai faire Dieu selon sa volonté. Non, nous devons garder en tête qu'il y a des commerçants, des hommes dans la rue, et que les Afghans ne sont pas tous mauvais.
On n'a plus confiance. La confiance est totalement détruite. Comment on fait? Je ne dis pas que vous devriez vous déplacer avec un gant de boxe en fer ou que vous devriez les frapper. Non. Mais je dis que nous devrions avoir une stratégie pour nous défendre, qui passe par le dialogue, la discussion avec des arguments. Nous devons garder en tête que si un incident arrive, il faut d'abord qu'on sache se défendre par la parole. Elnaz est non violente, mais révolutionnaire à sa façon. Elle se bat contre des coutumes séculaires où la femme, pour se protéger, s'enferme et se tait. De l'autre côté de la ville à Kartessé, des murs, encore. Ils servent à cacher ce que les Afghans appellent une maison sécurisée. C'est un refuge où la directrice accueille une centaine de femmes en détresse qui n'ont nulle part où aller et personne pour les défendre. Oui, ma chère Maria. Non, l'avocat de la défense devrait être une femme. On a déjà un homme. Dès qu'ils terminent, qu'ils sont passés devant le juge, il faut qu'on engage quelqu'un d'autre, parce qu'il nous faut une femme. La cliente se sentira plus à l'aise. Merci. Je m'appelle Benafcha Amiri. J'ai 24 ans. Je suis mariée depuis 3 ans et j'ai une petite fille de 2 ans. Je suis la directrice de l'association Women for Afghan Women pour la province de Kaboul. Aujourd'hui, c'est plutôt calme au bureau. Sinon, d'habitude, les employés viennent me demander s'ils doivent faire ceci ou s'ils doivent faire cela. Parce qu'en plus de diriger le bureau, je dois aussi leur donner des conseils légaux, car je suis également avocate. Pardon, mais la fille est arrivée. Tu viens ou tu restes? Non, je dois terminer ce que j'ai à faire, vas-y. D'accord, alors j'y vais. Oui, au revoir. Là, par exemple, il faut que je parle au policier du commissariat d'à côté pour qu'il enquête sur cette femme qui s'est suicidée. Je sais qu'elle s'est suicidée à cause des problèmes qu'elle avait avec son mari. Le suicide est un acte tellement honteux en Afghanistan que les policiers préfèrent classer les dossiers sans suite. Ici, Benafcha veut les pousser à agir. Les frères de la victime estiment que leur beau-frère est responsable du suicide de sa femme. S'ils n'obtiennent pas justice, ils se vengeront. Nous allons envoyer leur dossier au procureur, parce que nous pouvons vraiment aider ces 2 frères à punir le mari de leur sœur. Alors, si vous pouviez traiter ça rapidement, nous vous en serions très reconnaissants, monsieur. Par ailleurs, le commandant vient de vous donner un bon conseil. Votre sœur tenait à ce que vous n'entriez pas en conflit avec cet homme. Donc la police est là maintenant. Le procureur aussi. C'est bon. Ah oui, je comprends, c'est la loi. Ouais, c'est la loi, je comprends. La loi vous permettra de le faire arrêter comme un des responsables de sa mort. C'est à cause de lui qu'elle s'est tuée. Elle avait tellement peur, elle me disait « Mon cher frère, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Seulement, ne t'approche pas de mon mari pour ne pas lancer de vendetta, s'il te plaît. » Et elle insistait. Il l'enfermait dans le sous-sol, et quand elle était coincée, elle voyait ses enfants courir dehors, pieds nus par la fenêtre du sous-sol. Il l'empêchait de sortir et disait aux enfants que leur mère était folle, qu'elle allait les battre comme elle le frappait lui. Ça rendrait fou n'importe qui. Merci beaucoup, à bientôt. La plupart des femmes qu'on accueille sont des victimes de mariages forcés. Certaines sont même mineures. D'autres ont servi de monnaie d'échange pour régler des conflits entre familles. Tout ça est condamné par la législation qui protège les femmes. Mais ça continue d'exister en Afghanistan, et ce dans une proportion élevée. Toutes ces femmes sont des parias pour la société afghane. Samira s'est fiancée contre l'avis de ses parents. Éduquée, elle sait qu'elle en a le droit. Mais elle a fui malgré tout pour qu'ils ne lavent pas leur honte avec son sang. Les crimes d'honneur font toujours 150 mortes par an en Afghanistan. Le refuge de Benafcha la protège, le temps de faire respecter la loi. Ici, on nous conseille bien. L'endroit est respectable car il n'y a que des femmes, pas d'hommes. Ça a été fait exclusivement pour les femmes. Certains hommes ne sont pas respectueux des femmes et ils me font peur. Ils ont des mauvaises pensées. C'est pour ça que j'ai peur des hommes. Même s'il y a des hommes bons dans ce monde.
Farhunda est morte. Mais pour nous, ce n'est pas un sacrifice vain, car elle a permis aux femmes de lutter, de révéler leur force et leur solidarité au monde. Si on pouvait changer les mentalités, il n'y aurait plus de problèmes en Afghanistan. Benafcha habite, coutume oblige, avec la belle famille de son mari. Lui aussi est un défenseur des droits de l'homme. Il est très fier du travail de sa femme, qui tient plus du sacerdoce que du social. Affronter les traditions est un exercice qui peut se révéler périlleux dans le pays. Mon mari est mon meilleur ami. Je partage tout avec lui. Mais si je lui racontais tout dans les détails, si je lui disais par exemple que j'étais menacée, que les familles des filles que je recueille menacent d'attaquer mon bureau, si les conflits ne sont pas réglés, disent que je serai leur première cible. Si je racontais tout ça à mon mari, il ne me donnerait jamais plus l'autorisation de travailler, parce qu'il me dirait que ma vie compte plus que tout. Il est beau, hein? Ouais, c'est beau. De l'autre côté de la ville, Elnaz, la militante des droits de l'homme, poursuit ses études de sociologie dans une université privée. Aujourd'hui, pour que notre caméra puisse la filmer dans un débat sur l'actualité, elle doit s'engager par écrit à ne pas inciter à la polémique, surtout si ça touche la religion. En Afghanistan, le blasphème est punissable de la peine de mort. Mais quand on parle de Farhunda, la question religieuse fait surface tout de suite. De tous les civils, les femmes sont celles qui sont le plus touchées par la violence brute. Cette violence existe partout, au niveau domestique, dans les villes et en politique. Dans le cas de Farhunda, la religion a été un prétexte pour que le peuple se vide le cœur. Ce genre de violence trouve ses racines dans la culture, mais la religion n'est qu'un prétexte, non? La violence est moins un prétexte qu'un plaisir, je dirais. Un plaisir? Oui, nous prenons plaisir à voir souffrir les autres dans notre société. Attends, j'aimerais dire quelque chose. Si les gars de notre classe avaient été sur place, eux aussi auraient donné des coups de pied. Même moi, si j'avais été là, j'aurais fait comme eux. Et il n'y avait pas que des commerçants ou des illettrés. Il y avait aussi des étudiants au premier rang, comme nous. Ils étaient là parce qu'ils étaient pris dans l'ambiance et qu'ils ont eu peur de s'opposer à tout ça. Tout le monde l'aurait aussi frappé au passage. Tout le monde, en fait, s'improvise défenseur de la religion. Chacun se fait juger, mais sans tribunal, ni connaissance de ce qu'est la loi islamique. Je pense que la raison première, c'est la culture. Dans notre société traditionnelle afghane, il y a une mauvaise interprétation de ce qu'est l'islam. La culture et le politique sont trop mêlés, et ça provoque cette mauvaise interprétation de notre religion. Merci à tous. Les amis, merci, vraiment. Shakila, la journaliste, est en permanence confrontée au mélange du religieux et du politique. Aujourd'hui, elle couvre la conférence de presse d'anciens officiels talibans. C'est la seule femme présente, mais les orateurs ont décidé de défendre toute la presse. Les journalistes et les reporters ont tous de vraies responsabilités. S'ils font leur travail avec honnêteté, ils sont comme des moudjahidines, que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse tout autant si vous faites entendre partout les voix des victimes, les voix des pauvres gens. Grâce à vous, les gens prennent conscience de ce qui se passe. Ne dites jamais que vous n'êtes personne, vous faites un travail primordial. Le Mollah Kalamuddin est un érudit religieux, un savant de l'islam. Sous le régime des talibans, il était le chef de la police du vice et de la vertu. Alors, monsieur le Mollah, vous avez dit que vous vouliez la paix, que vous aviez soif de paix. Quelles sont vos demandes? Avez-vous des suggestions? Avez-vous déjà pris contact avec l'opposition pour qu'elle vienne faire la paix avec le gouvernement? Les talibans veulent la paix, et nous aussi nous voulons la paix. Même les plus conservateurs prêchent la modération. Shakila ne posera pas de questions sur la mort de Farhunda. Ce n'est pas le moment. Mais elle sait bien que plus personne en Afghanistan ne veut de ces horreurs. Tu vois, c'est possible.
Cet homme qui châtiait les gens avant est capable de parler de paix aujourd'hui. Il parle de droits de l'homme. J'espère qu'il parle avec le cœur et que ce ne sont pas que des mots. J'ai de l'espoir, oui. J'espère que les mentalités vont évoluer. Que les gens vont faire confiance à la démocratie, à la liberté d'expression, aux droits de l'homme et à la paix. Pour la journaliste, l'avocate ou la militante des droits de l'homme, la mort de Farhunda n'aura pas été vaine. Le choc a été si violent qu'il a réveillé la société afghane dans son ensemble. Alors El-Naz va continuer à se battre pour qu'hommes et femmes vivent en harmonie. L'avocate protégera et défendra encore d'autres victimes des traditions. Et la journaliste poursuivra sa quête de vérité et de justice. Elle montre la voie du changement aux Afghans de la suivre. Claire Billet connaît bien l'Afghanistan, où elle a vécu plusieurs années. Sur notre site, vous trouverez son interview ainsi que le reportage qu'elle a tourné il y a 10 ans dans un centre d'accueil réservé aux femmes. À présent, partons aux antipodes. Savez-vous qu'il existe une poudre qui calme la fièvre, soigne la rougeole, l'épilepsie et même le cancer? C'est du moins ce que l'on croit en Asie, où la corne de rhinocéros passe pour un remède universel. Le kilo se négocie à 50 000 $. Il vaut désormais plus que l'or, et à ce rythme, dans 10 ans, les pachydermes pourraient bien disparaître si rien n'est entrepris. L'Afrique du Sud concentre les 3/4 de la population mondiale de rhinocéros dont elle fut longtemps le sanctuaire. Mais l'an passé, plus de 1000 bêtes ont été abattues par des braconniers. Au parc Kruger, l'armée patrouille là où les touristes admirent normalement la faune. Caroline Dumais nous raconte comment le pays est entré en guerre pour sauver l'un des plus beaux symboles de la vie sauvage. On ne sait plus quoi faire pour les sauver. Alors on les transporte d'un endroit à l'autre par hélicoptère. Pour Jacques Flamand, le vétérinaire français qui a initié ce projet, la meilleure solution à long terme pour sauver les rhinocéros, c'est de les évacuer vers des zones sécurisées. La manœuvre est chère et délicate. Il faut d'abord capturer l'animal. Le tranquilliser, bien sûr. L'attacher, c'est essentiel. Et voilà, l'oiseau de quelques centaines de kilos peut s'envoler. C'est dans l'espoir de sauver cette espèce menacée que Jacques délocalise depuis 2003 des groupes entiers de rhinocéros. L'opération, financée par le Fonds mondial de la nature, a lieu tous les ans dans une province différente. L'évacuation cette année partait de la province du Cap-Oriental. Ce rhinocéros-ci est le 10e de ce matin. Et on en a 20 à faire, donc on est à mi-chemin. Et ça se passe très très bien jusqu'ici. Ce vétérinaire a déjà permis à 140 rhinocéros noirs d'aller se reproduire en lieu sûr. Alors ces animaux partent loin d'ici. Je n'ai pas le droit de vous dire où ils vont parce que tout cela est un secret. Étant donné que les rhinocéros sont susceptibles au braconnage, nous ne voulons pas révéler où on les met. L'Afrique du Sud, qui abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros, attire les braconniers du monde entier. À l'est, dans le Kruger Park, la plus grande réserve animalière du pays, on retrouve 2 carcasses tous les jours. Le parc est devenu le terrain favori des opérations militaires, mais les soldats ne font pas que s'entraîner. L'an dernier, plus de 200 personnes ont été arrêtées dans ce seul parc. 26 braconniers ont été tués. Finalement, on a stabilisé la frontière mozambicaine. Autre chose qui nous pose problème, c'est là, autour des Magnaleti. L'armée opère si discrètement dans cette réserve de 2 millions d'hectares que les touristes remarquent à peine que les pachydermes sont sous étroite surveillance. En 2011, les autorités de Pretoria décidaient de déployer 300 soldats pour protéger leur patrimoine. L'opération Corona avait pour mission initiale de sécuriser la frontière mozambicaine, d'où provenaient la plupart des incursions. Mais ces bérets rouges réagissent aujourd'hui dès que les autorités du parc ont besoin d'eux. Entre les soldats de l'armée, les rangers du parc et les officiers de police, le commandement est conjoint. Et le chef d'orchestre, c'est lui.
un général de l'ex-armée de l'apartheid qui consacre sa retraite aux parcs nationaux. Il a fait toutes les guerres, mais celle-là lui pèse tout particulièrement. C'est vraiment affligeant. Pourtant, j'ai de la bouteille, 40 ans d'expérience. J'en ai vu des guerres. Mais celle-là a une autre dimension. Elle est vraiment insensée. Elle est si injuste, si barbare. Nous avons un ranger tous les 50 km². C'est pas la peine d'en rajouter. On pourrait mettre 400, 1000 hommes. Mais on finirait par avoir plus d'uniformes dans le parc que de t-shirts bidabondes. Et ce ne serait plus le parc, non. Il faut être plus malin. Pour ça, il nous faut de l'intelligence. À travers nos réseaux d'informateurs, mais aussi l'intelligence artificielle. On utilise toutes les technologies possibles, et si on pouvait en avoir plus, on prendrait. Le parc Kruger vient d'acheter un 4e hélicoptère. Il finance un programme de surveillance par drone. Le général investit des millions dans la technologie et ses équipes s'assurent que les Rangers ne manquent de rien. Face à l'immensité du territoire qu'ils ont à patrouiller, ces militaires comptent sur toutes sortes de gadgets. Il y a des micros dans la brousse. Ces micros entendent les coups de feu, cernent la position, mais vraiment de façon très précise. Écoutez, voilà les 3 coups de feu tirés à 13h41, le 28 novembre de l'an dernier. L'appareil détecte le coup de feu, envoie une alarme à la salle d'opération, nous adresse un SMS avec la position GPS. Nous répondons immédiatement. Malheureusement, s'il y a coup de feu, il y a rhinocéros mort. Mais quoi qu'il en soit, il faut aller chercher le tireur, parce que si vous ne le faites pas le même jour, il reviendra le lendemain et le jour suivant. Au moindre coup de feu, l'équipe de l'inspecteur Fricke est immédiatement dépêchée sur les lieux. Ancien détective, ce policier se consacre désormais complètement à la lutte anti-braconnage. Il est devenu au parc Kruger le grand spécialiste des autopsies de rhinocéros. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une zone très infiltrée. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tous les jours, on voit ici des traces de pas. Son objectif ici n'est pas de comprendre la cause de la mort de l'animal, mais de trouver la balle qu'il a achevée. On va voir si on peut trouver la balle. Mais pour ça, il va nous falloir tailler dans la jambe, pour savoir s'il y a un traumatisme dans les muscles et si ça a touché les organes vitaux. Avec un peu de chance, ça nous indiquera la direction qu'a pris la balle. Et si c'est la seule preuve qu'on peut avoir, eh bien, il va falloir faire l'effort. L'autopsie durera 90 minutes dans une chaleur étouffante. L'équipe de l'inspecteur Fricke fait ça tous les jours. Ça a manqué le cœur, mais ça a touché le foie. Et c'est sûrement quelque part dans les intestins. Alors il va falloir qu'on vide tout ça. Et on passera le tout au détecteur de métal. Avec un peu de chance, on va trouver. Et c'est le détecteur de métal qui va finaliser l'opération. Une balle de gros calibre est enfin découverte dans la carcasse. Personne ne peut faire ce boulot dans ces conditions si vous n'êtes pas un passionné du parc et de ce genre de job. Là, dans ce cas spécifique, il fallait qu'on trouve la balle. Sinon, on n'a aucun moyen d'identifier l'arme du criminel qui a tué cet animal. Si les suspects sont arrêtés, ils risquent de 15 à 30 ans de prison. Une lourde peine qui ne décourage pourtant personne, car la corne de rhinocéros vaut plus de 50 000 € le kilo. C'est plus cher que l'or. Que faire alors pour éviter le massacre? Décorner les animaux, c'est le raisonnement que tiennent certains Sud-Africains qui refusent de rester les bras croisés. À 2000 km de là, dans la province du Mpumalanga, un éleveur de rhinocéros propose une méthode efficace et sans danger. Regardez. Montre en main, l'opération va durer 9 minutes. L'animal a bien sûr été tranquillisé. Fais attention qu'il ne se retourne pas. Mais pour éviter plus de stress, le vétérinaire lui bandera les yeux et lui bouchera les oreilles. Puis on placera l'animal dans la meilleure position possible pour la manœuvre. Sur son dos, à gauche. Pousse, pousse. Ok. La patte. Replie la patte. Et c'est à la scie électrique qu'on trime tous les bouts qui dépassent. La corne de rhinocéros est composée de kératine, exactement comme les ongles des humains ou les sabots des chevaux. C'est en coupant régulièrement les cornes des rhinocéros qu'on a enrayé le braconnage en Namibie. Les éleveurs sud-africains ont copié la méthode. L'opération est sans danger
et la corne repousse très vite. La repousse dépend vraiment de la nutrition et aussi des animaux, parce qu'il y en a chez qui ça pousse vite et d'autres non. Si c'est un mâle, si c'est une femelle, ça dépend d'où ils vivent, ce qu'ils mangent, s'ils prennent des suppléments nutritionnels. Mais bon, ici sur cette propriété, on a des animaux dont la corne pousse de 10-15 cm par an, d'autres seulement 2 cm parce qu'ils sont vieux et que ça pousse vraiment lentement. Bon, ça dépend. Hein. Cette vétérinaire a décorné dans sa vie un bon millier de rhinocéros et elle fait ça ici tous les mercredis. Nous sommes dans la ferme de John Hume, le plus grand éleveur de rhinocéros en Afrique du Sud. Hey Johnny, on se voit plus tard. Appelez-moi si vous voulez qu'on vienne vous chercher. Ok? John possède une propriété de 7000 hectares sur laquelle vivent près de 1200 rhinocéros. Son élevage lui coûte une fortune et il a besoin d'en tirer des revenus. Il milite dur pour que l'on réautorise le commerce de cornes de rhinocéros suspendu en 1977. L'interdiction de tout commerce est selon lui ce qui provoque la crise. Il y avait 60 000 rhinocéros en Afrique il y a 40 ans. Où sont-ils? Disparus. Tout le monde dit qu'il faut changer de stratégie, car la précédente a échoué, et il échouera encore. Et avec le rhino, on s'habitue à l'erreur. En autorisant la vente d'un objet qui n'est finalement qu'une matière renouvelable, le marché sera rapidement inondé, les prix baisseront, les consommateurs des pays asiatiques seront satisfaits et les braconniers n'auront plus aucun intérêt à massacrer les animaux. C'est la théorie en tout cas des éleveurs sud-africains. Et si jamais les choses changent, John sera aussi par la même occasion un homme bien riche. Il avoue avoir confié à différentes banques de Johannesburg plus de 4 tonnes de ce précieux matériel. Au taux du marché noir, chacune de ces cornes est estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros. En attendant, tout le matériel est récolté, pesé, numéroté et il faut un permis du ministère de l'Environnement pour couper et stocker ce qui reste un produit interdit. Mais malgré ses efforts, John ne s'est pas complètement débarrassé du braconnage. Il a perdu 14 bêtes ces 2 dernières années et ses employés sillonnent sans répit la propriété. C'est constamment maintenant. Les gens, ils finissent par se débarrasser de leurs rhinos à cause de l'insécurité. S'ils ne peuvent pas s'offrir une équipe anti-braconnage, ils sont quasiment sûrs de perdre leur animal. Et ce genre d'unité, c'est cher. Sur 7000 hectares comme ici, on est une vingtaine. Il faut payer les salaires. Tout ça, c'est cher. En Afrique du Sud, le quart des rhinocéros vivent pourtant en captivité. John se fait le porte-parole de ces éleveurs. Si la situation ne s'améliore pas, il est convaincu que ça sera le seul moyen de sauver l'espèce. Je pense qu'à long terme, c'est la seule solution. Des fermes à rhinocéros, pas trop grandes, une forte densité, avec des suppléments de nourriture. Le gouvernement a de gros terrains parfaitement adéquats dans cette province. Ils peuvent facilement faire ça et avoir ses propres rhinos. C'est ça la recette. John fait pression pour que les choses changent à la Convention sur le commerce international des espèces en danger qui aura lieu dans le pays en 2016. Le gouvernement a nommé un panel de 21 experts pour examiner la viabilité d'une proposition de libéralisation. Mais le temps presse et le débat s'enflamme. La question ici, ce n'est pas de savoir si on doit vendre ou ne pas vendre la corne de rhino. Le rhino, il n'a pas envie qu'on lui coupe sa corne pour que certains fassent du pognon avec. La question, c'est que nous sommes menacés ici par les syndicats du crime qui nous tuent nos rhinos. C'est ça le problème. Et en ce moment, régler le braconnage, c'est comme si on se lançait dans le rallye de Monte-Carlo avec des pneus plats. On a ce qu'il faut, mais on n'a juste pas suffisamment gonflé les pneus. Le trafic d'animaux sauvages serait presque aussi juteux que le trafic de drogue ou le trafic d'êtres humains. Il se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Et pour gagner cette course contre la montre, le gouvernement sud-africain a demandé à toutes ses forces de se mobiliser. Là, on part en convoi avec l'équipe de réponse tactique de la police. C'est une unité spécialisée dans les raids et les criminels de haut niveau. Je suis content de bosser avec eux aujourd'hui. C'est une équipe jeune et agressive, ce qui est toujours bon à prendre. On se dirige vers une cible qui a un gros calibre avec elle, qu'elle a ramené du Mozambique récemment et qu'elle envisage d'utiliser pour le braconnage. Notre objectif, mettre la main sur cette arme bien avant que le suspect n'approche d'une quelconque réserve animalière et qu'il tente de tuer un rhino avec. Lawrence est le ranger responsable de la lutte anti-braconnage dans la province du KwaZulu-Natal. Il fait régulièrement équipe avec la police nationale.
Là où j'aurais besoin de la police, c'est si ce gars devient agressif. Il faudra alors lui expliquer qu'on agit dans la loi. On fait notre boulot et il obéit. Terminé. On va entrer et on va chercher. On va pas perdre de temps, on pourra utiliser le chien dans les bâtiments environnants, mais notre cible, elle est là. Ok? La lutte contre les cartels se fait aussi en dehors des parcs nationaux, dans ces villages où les trafiquants recrutent. Ils proposent jusque 10 000 € pour ramener une corne de rhinocéros et il ne manque jamais de volontaires. Le suspect vient du Mozambique, un pays voisin où il est facile d'écouler sa marchandise. Laurence travaille en étroite collaboration avec Interpol, qui lui a signalé cette cible connue pour ses liens avec la mafia asiatique. La propriété sera fouillée de fond en comble. Le père du suspect est un guérisseur traditionnel. Sa case sera aussi passée au peigne fin. Mais la police ne trouvera rien. Aucune trace ici, ni d'armes, ni de cornes de rhinocéros. Depuis le durcissement des peines, les responsables de ces trafics sont de plus en plus difficiles à appréhender. C'est toujours un peu décevant quand on ne trouve pas ce qu'on vient chercher. Mais ça fait partie des règles du jeu, il faut essayer. On ne peut pas se permettre de ne pas essayer. Sinon on perdra totalement, alors on essaye. Quand ça marche, ça marche. Sinon on continue. Et c'est ce qu'on fera encore et encore. Mais Laurence n'a pas fini sa journée. Il travaille sur toute la province et il doit se rendre dans le parc d'Issi Mangaliso, près de Sainte Lucia. Là aussi, on est touché par le fléau. On y organise régulièrement des patrouilles. Chantal y travaille depuis quelques mois. L'unité vient d'introduire un chien policier. Dans l'idéal, il nous faudrait plus de chiens. Un chien renifleur pour la corne de rhinocéros, l'ivoire et les armes. Et aussi un chien pisteur pour nous aider dans les opérations sur le terrain. On campe régulièrement dans le parc. On compte plus de 10 jours par mois. L'autre jour, on a intercepté quelqu'un qui chassait de nuit avec un spot. On a tenté de l'arrêter. Il nous a tiré dessus. On a riposté. Il y a eu un mort. Salut Laurence. Salut, ça va? Ça va? Voilà, c'est ton nouveau jouet. T'en auras bien besoin. Ok, merci. Ce que j'ai dans les tripes, moi je vais vous le dire, on en bave vraiment, on a vraiment besoin de plus de ressources, plus d'hommes, plus d'équipements, plus d'entraînement. Les attaques augmentent exponentiellement tous les ans, et ça depuis 2008. La guerre n'est pas facile, mais elle est populaire. Et elle a même son super-héros. Paraboot est un robot de 2 mètres de haut, créé par les industriels de la défense, pour permettre de soulever des fonds et de mobiliser la population. Et en guise de solidarité, on signe même de sa main sur les véhicules militaires. Nous sommes au Salon de la Défense, sur le stand de la plus grosse société sud-africaine privée de matériel d'avionique militaire. Et son patron, le voilà, Ivory Chikowitz, l'un des plus gros hommes d'affaires du continent africain. Pour sauver le patrimoine national, sa fondation s'est engagée dans la lutte anti-braconnage. Il nous emmène d'ailleurs voir ce qu'il espère deviendra le plus grand centre d'entraînement de ce type en Afrique. À 200 km de Johannesburg, la capitale économique, l'homme d'affaires a acheté une propriété de quelques millions d'euros dans le Maralisberg. Il est en train d'y faire construire un lodge, mais l'académie canine et le centre d'entraînement sont déjà opérationnels. Bonjour monsieur, vous venez d'où? Limpopo? Ah bon, on a une sacrée diversité géographique. Ils viennent de tous les coins du pays et ils ont été envoyés par les réserves publiques ou privées pour une formation de 6 semaines. Ils apprendront à travailler avec des chiens renifleurs, à maîtriser des chiens d'attaque, et ils repartiront chez eux avec le chien qu'on leur a confié. Tous les chiens qui sortent de l'école font la différence, soit parce qu'ils détectent les produits de contrebande, soit parce qu'ils participent aux arrestations, soit en attrapant les braconniers sur le fait. Ils ont aussi un rôle dissuasif. En tout cas, tous les chiens font la différence. Mais dans ce centre d'entraînement, on souhaite aussi que les hommes fassent la différence.
C'est une vraie guerre contre le braconnage. Et ces gens-là sont dans le fond des amoureux de la nature. Alors notre boulot ici, ce n'est pas seulement de les entraîner avec un chien, mais de faire d'eux de meilleurs guerriers. Non, il ne faut pas laisser tomber. Continue, continue. C'est pour les rhinos, mec. Rien d'étonnant donc à ce que les formateurs de cet entraînement paramilitaire soient tous des anciens membres des forces spéciales sud-africaines. Ces gars doivent nous prendre au sérieux. S'ils ne veulent pas le faire, c'est sûr qu'ils n'y arriveront pas. Il faut qu'ils aient envie de faire ça au fond de leur cœur. Qu'ils le fassent pour leur pays, pour les rhinos, pour leurs enfants un jour. S'ils n'ont pas ce déclic, on n'arrivera jamais à les former comme Special Ranger avec ces chiens. C'est comme ça qu'on fait sur le terrain avec les chiens dans les hélicoptères? Le problème qu'on a dans les zones très denses, comme dans le parc Kruger, c'est d'amener l'unité canine sur les traces qu'ont laissées les criminels le plus vite possible. Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait avec un hélicoptère. Exactement. La société Paramount a déjà offert 2 avions au Kruger Park. Et si son patron y voit bien sûr une opportunité commerciale, c'est parce qu'il est convaincu que le gouvernement sud-africain n'arrivera pas tout seul à gagner cette guerre. On ne peut pas s'attendre à ce que les États règlent ça tout seuls. Bien sûr, ils ont à leur disposition leurs armées, leur police, les services secrets, etc. Mais ça ne suffit pas. Je suis personnellement convaincu que cette lutte contre le braconnage n'aura de fin que si les sociétés ou les fondations qui ont de l'argent et de l'expérience s'unissent et utilisent collectivement leur expertise pour gagner cette guerre. Car c'est une guerre sérieuse qu'il nous faut gagner, maintenant, parce que dans 1 an ou 2, il sera trop tard. Les batailles se succèdent et les efforts sont incessants. Car si le braconnage ne cesse pas, il y aura dès l'an prochain plus de morts que de naissances chez les rhinocéros. L'espèce pourrait disparaître en 10 ans. Déjà un peu partout, les orphelinats se multiplient. C'est pour éviter ce scénario que tant de Sud-Africains se mobilisent. Leurs efforts ne sont pas vains, mais ils savent bien que la balle est aussi dans le camp du reste du monde. La semaine prochaine, nous retournerons en Afrique, cette fois au Burundi, où l'histoire d'un coup d'État raté contre un président qui brigue un nouveau mandat contraire à la Constitution. Le putsch des généraux a été maté, des dizaines de milliers de Burundais sont sur les routes et le monde a hérité d'un nouveau foyer de crise. Ce sera samedi prochain avec mon collègue William Irigoyen. Belle soirée sur Arte et à bientôt.